Comment est-ce qu'on mesure le succès d'un pays? La réponse qui vient tout de suite, c'est sa richesse bien sûr. Mais on va voir que les chiffres, ils peuvent raconter des histoires très très différentes et parfois même assez surprenantes. On entend tout le temps parler du PIB. C'est un peu la note qui classe les nations. Plus il est haut, mieux c'est apparemment. Mais est-ce que produire toujours plus de valeur, ça veut automatiquement dire que la vie des gens s'améliore? C'est vraiment ça la question centrale aujourd'hui. Alors, pour y répondre, il faut commencer par le début. C'est quoi, au juste, cet indicateur dont tout le monde parle, le fameux produit intérieur brut, le PIB? Pour faire très simple, le PIB, c'est le grand total de la valeur qui est créée dans un pays sur une année. On additionne absolument tout ce qui est produit sur le territoire, c'est vraiment l'indicateur de référence quand on parle de puissance économique. Mais attention, on ne parle pas du chiffre d'affaires, c'est un peu plus subtil. Pour avoir la vraie valeur ajoutée, on prend la valeur de la production et on enlève le coût de tout ce qui a servi à produire. Prenez un boulanger. Sa production, c'est le pain qu'il vend. Mais pour le fabriquer, il a dû acheter de la farine, de l'électricité. La valeur qu'il a vraiment ajoutée, c'est la différence entre les deux. Eh bien, le PIB, c'est la somme de toutes ces petites valeurs ajoutées. Maintenant, attention à un piège classique. Il ne faut pas confondre deux choses. Être riche et devenir plus riche. Avoir un PIB énorme et avoir un PIB qui grandit très vite, ce n'est pas du tout la même chose et les classements le montrent très bien. Bon, voilà les poids lourds. Là, pas de grosse surprise, on retrouve les plus grandes puissances économiques de la planète. Ce sont les pays qui, en valeur absolue, produisent le plus de richesses. Point. Et là, changement de décor complet. Le classement n'a plus rien à voir. Bon, on retrouve bien la Chine et l'Inde, mais des pays comme la Turquie ou l'Argentine affichent des taux de croissance carrément spectaculaires. Et ça nous amène à une distinction qui est essentielle. L'exemple du Japon est parfait pour illustrer ça. C'est la 3e économie mondiale, un géant, mais avec une croissance très faible. À l'inverse, la Turquie peut avoir une croissance énorme, tout en étant bien plus bas dans le classement des pays riches. Pour le dire simplement, la richesse, c'est le stock, la croissance, c'est le flux. Ok, on a vu ce qu'est le PIB, mais le plus important, c'est peut-être de comprendre ce qu'il n'est pas. Et c'est là que notre analyse prend un virage un peu plus critique. C'est la question qui fâche. Un PIB qui augmente, est-ce que c'est vraiment synonyme d'une population plus heureuse, en meilleure santé ou qui a un meilleur accès à l'éducation? La réponse, on s'en doute, est loin d'être un grand oui franc et massif. Le problème fondamental du PIB, c'est qu'il est un peu comme un comptable avec des œillères. Il ne voit pas du tout comment la richesse est partagée. Il ignore complètement les dégâts sur l'environnement, les coûts humains comme les accidents du travail. Et le pire, c'est qu'une catastrophe, comme une marée noire par exemple, peut même faire augmenter le PIB grâce aux milliards qui sont dépensés pour nettoyer. C'est quand même fou. Face à ces limites évidentes, des économistes ont cherché une alternative. Un indicateur qui ne se contente pas de compter l'argent, mais qui essaie de mesurer le développement humain. Et voici donc cet indicateur, l'indicateur de développement humain, l'IDH. Son but, c'est de donner une image beaucoup plus complète du développement réel d'un pays, en allant bien au-delà du simple aspect économique. Alors, comment ça marche? C'est assez simple en fait. L'IDH, il repose sur 3 piliers qui ont le même poids. D'abord, la santé, qu'on mesure avec l'espérance de vie. Ensuite, l'éducation, avec la durée moyenne de scolarisation. Et enfin seulement, le niveau de vie, avec le revenu par habitant. On combine tout ça et on obtient un score unique entre 0 et 1. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que quand on applique ce nouvel indicateur, la carte du monde du succès est complètement redessinée. Le résultat est spectaculaire. Les États-Unis, les champions du monde du PIB, ils chutent à la 21e place en IDH. La France passe de la 7e à la 27e place. À l'inverse, l'Allemagne, elle, garde une très bonne position. Mais le cas le plus frappant, c'est sans doute celui de la Norvège. Si on prend la mesure traditionnelle de la richesse, la Norvège est la 24e économie mondiale. C'est une position honorable, mais on est loin du sommet. Mais quand on regarde le développement humain, elle fait un bond jusqu'à la 2e place mondiale. C'est l'illustration parfaite de l'impact que peut avoir un simple changement de perspective. La leçon de tout ça, elle est donc assez claire. Un pays peut être extrêmement riche sans forcément offrir la meilleure qualité de vie. Au final, le choix de nos indicateurs de richesse révèle ce qu'une société valorise vraiment. Est-ce que c'est la production, la santé, l'éducation? Ce qui nous laisse avec cette grande question, au fond, que devrait-on valoriser pour mesurer le progrès? Faut-il continuer à se focaliser sur la production de richesse à tout prix, ou est-ce qu'il est temps de placer le bien-être humain au centre de l'équation? La réponse qu'on donnera à cette question définira le monde de demain. Merci de m'avoir écouté.